mais aussi considère voilà, cet arrêt pose un certain nombre d'interrogations et se demande si il a vraiment vocation à faire jurisprudence ou s'il n'a qu'un effet immédiat sur une problématique précise. Sans être trop long, le Conseil d'État s'était prononcé sur la possibilité pour la commune d'Aix-en-Provence, le Conseil général et le Conseil régional dont dépend la commune, de créer une association, ce qu'on appelle in-house, qui était l'émanence de la collectivité, dans laquelle siégeaient essentiellement des élus, une association ad hoc qui n'avait été créée que pour la gestion du festival d'Aix-en-Provence. Le Conseil d'État avait considéré que c'était légal et que cette association avait pu être subventionnée. Bon. Donc cette jurisprudence dont il est fait état, il en résulte que les collectivités publiques, lorsqu'elles sont responsables d'un service, bien le cas, peuvent décider de confier sa gestion à un tiers, mais à une condition qui a été précisée par le Conseil d'État, que la nature du service n'y fasse pas obstacle, on reviendra là-dessus, ou d'en assurer directement la gestion. Donc, dans le premier cas, les communes sont responsables du service, elles peuvent confier la gestion à un tiers. Je reviendrai sur la question de la surveillance des enfants durant la pause méridienne, qui est, en tout cas là, au nombre des choses qui ne peuvent pas être déléguées. Voilà. Donc, la commune a le choix soit de procéder par délégation de service public, ou si ce contrat n'est pas possible, alors pourquoi peut-il être impossible de signer un contrat de délégation de service public? Parce qu'il y a une condition, c'est que le délégataire assume une part du risque d'exploitation et que ces résultats soient substantiellement liés au fonctionnement du système. Donc, ça supposerait par exemple que sur le principe de subvention d'équilibre, elle soit décidée a priori en fonction d'un prévisionnel et que quelle que soit la réalisation du prévisionnel, cette subvention ne varie pas. Donc il faut que le délégataire conserve une part de risque. Dans ce cas-là, on est dans de la délégation de service public. C'est le cas par exemple du choix qu'a fait la ville de Metz pour la gestion de la salle de spectacle des arènes, par exemple, avec Vega, semble-t-il. Ou s'il n'y a effectivement aucun risque sur les épaules du délégataire, on est là dans le cadre d'un marché public et on achète une prestation à un prix fixé. Voilà. Sur la page suivante, on évoque une exception. Donc, le fameux arrêt du Conseil d'État Aix-en-Provence. Par exception, ce principe, les communes, elles peuvent ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il s'exerce, le service, le tiers auquel elle s'adresse ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel. Ce dernier cas pourrait être le cas échéant s'appliquer à une association de parents d'élèves locale qui pourrait se voir confier la gestion d'un accueil périscolaire. En l'occurrence, par rapport à l'association qui a été proposée, je serais extrêmement prudent sur le fait qu'elle puisse être considérée comme un opérateur n'agissant pas sur un marché concurrentiel. Cette notion est extrêmement complexe. C'est pas parce qu'on est dans le statut associatif que qu'on ne peut pas être considéré comme un acteur économique. Pour celles et ceux qui travaillent dans ce milieu-là, vous devez savoir de quoi je parle. Bon. Donc, clairement, le premier courrier fait état du fait que la règle de base, c'est ou une délégation de service public ou un marché public, selon la part du risque pris par le titulaire, le tiers, et que par dérogation, les communes peuvent passer, on va dire, peuvent éviter le marché ou la délégation de service public et confier, donc il y a une dévolution de service public, c'est la commune qui fait le choix de mettre entre les mains d'un tiers, qui peut là être une association, mais à la stricte condition qu'il ne puisse être regardé comme, on va dire, une entreprise ou un opérateur économique sur un marché concurrentiel. Le point suivant répondait à ma question de vérifier si la nécessité de saisir les instances paritaires était fondée. Je vous laisse découvrir le courrier. Donc, il est bien entendu confirmé que préalablement à toute décision du conseil municipal visant à modifier l'actuel fonctionnement du service périscolaire, qu'il était donc requis de saisir le CTP placé auprès du centre de gestion. Ça confirme donc ce que je vous écrivais au mois d'août. Enfin, s'agissant de la surveillance des élèves durant la pause méridienne, il convient de distinguer deux cas. Premier cas, soit la commune est à l'origine de la création du service d'accueil périscolaire, qu'elle le gère en régie, ou qu'elle en confie la gestion à une association. J'ai donc lu cette délibération, vous en avez copie. La commune a créé ce service. On est donc dans ce premier cas.
Dans ce cas, la surveillance doit être assurée par du personnel communal, comme l'indique le Conseil d'État dans son avis du 7 octobre 1986, que je vous avais communiqué, me semble-t-il, à la rentrée, selon lequel, si la collectivité peut confier la fourniture des repas à une association, par exemple, elle ne peut se décharger de la mission de surveillance qui lui incombe quand elle a créé ce service public. J'ai donc confirmation de ce point par les services de la préfecture. Le deuxième point évoqué, c'est le deuxième cas de figure, donc c'est la personne privée qui décide de mettre en place un service d'accueil. C'est donc une initiative strictement privée, et nous, conseil municipal, n'avons plus rien à dire. Nous pouvons, le cas échéant, conditionner le versement d'aides financières de subventions à la signature d'une convention d'objectifs annuelle, pluriannuelle, et imposer un certain nombre de contraintes, mais enfin bon, on ne peut pas imposer grand-chose vu que c'est une initiative privée. Donc clairement, une personne vient me voir en me disant, écoutez, on vient de constituer une association de parents d'élèves, il n'y a pas de périscolaire sur la commune, on le réclame à U et à Dia, la commune, manifestement, vous ne souhaitez rien faire, écoutez, nous, on veut bien s'en occuper. On est clairement dans ce cas de figure-là. Ça doit être une initiative privée, d'accord? Donc dans ce cas, si une personne privée décide de mettre en place un service d'accueil, bien entendu, et vous verrez dans le tableau, il va de soi qu'elle en assume l'intégrale responsabilité juridique, administrative, financière. Elle est dans ce cas seule responsable de la surveillance des élèves, et la commune, ni le maire, dans ce cas-là, ne pourrait être inquiété pour un accident qui surviendrait, pour un défaut d'encadrement ou de surveillance. Il sera donc la question de la décision souveraine des parents de confier à une association et de vérifier qu'elle a les assurances qui vont bien, etc., etc., etc. Donc le seul cas finalement où la commune n'est pas responsable de la surveillance des élèves durant la pause méridienne, eh bien c'est quand elle n'organise pas elle-même le service et que ce service est pris en charge par une personne privée à son initiative. D'accord? Alors, conclusion. Pour Vigie, au vu des éléments que vous m'avez communiqués, le service public aurait été créé il y a de nombreuses années, on peut dire qu'il l'a été, vu que vous avez la délibération, par la municipalité. Nous nous situerions donc dans le premier cas, celui d'une surveillance obligatoirement prise en charge par la collectivité durant la pause méridienne. Par contre, rien n'interdirait à la commune de renoncer à l'exercice de ce service public, auquel cas une personne privée pourrait prendre l'initiative de le créer et de le gérer. Dans cette hypothèse, le conseil municipal n'aurait pas à se prononcer sur le fonctionnement du service, qui relèverait de la responsabilité de la personne privée. Ce service pourrait être subventionné par la commune si le conseil municipal estimait qu'il présente un intérêt général. Donc voilà pour le courrier du 20 octobre. Donc on a la confirmation de la nécessité de saisir le CTP. On a la confirmation que la surveillance des élèves ne se délègue absolument jamais, quel que soit le mode de gestion retenu, dès lors que la commune organise le service, et qu'il faut pour cela dire que la seule façon pour la commune de ne pas être responsable, c'est de ne plus gérer ce service, de s'en désintéresser, d'arrêter le service, et éventuellement d'attendre qu'une association veuille bien prendre le relais. Dans le deuxième courrier, je posais simplement la question de la légalité ou de la recevabilité de la délibération que vous m'avez soumise. Donc, elle est reprise dans le courrier. La réponse est la suivante. Vous souhaitez donc notamment savoir si l'information préalable des conseillers municipaux serait suffisante, compte tenu qu'aucune information sur les conditions financières et juridiques d'intervention de l'association ne figure dans ce projet de délibération. J'attirerai votre attention là-dessus. En complément de mon courrier du 20 octobre, je peux vous indiquer que si une telle délibération devait m'être transmise au titre du contrôle de légalité, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, parce que la préfecture fait son travail, elle analyse, elle peut soulever des illégalités qu'elle remarque, mais évidemment, en cas de contentieux, ce sont évidemment les tribunaux qui sont souverains. Donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, elle me semblerait relever d'une décision de principe, nécessitant pour sa mise en œuvre la prise de délibération ultérieure définissant clairement les conditions notamment financières et organisationnelles dans lesquelles la gestion de ce service pourrait être confiée à une tierce personne. Donc, la phrase est claire, la délibération que
vous avez voulu inscrire à l'ordre du jour, que vous avez tenté de faire adopter par voie d'amendement, ne saurait être considérée que comme une simple délibération de principe. On peut le dire autrement, elle n'aurait donc là aucun effet décisoire, aucun effet de droit. Donc nous ne pourrions strictement rien faire au terme d'une telle délibération. Voilà. Espérant avoir répondu à votre attente, etc. Ce courrier est assez récent, vu que vous pouvez constater qu'il date du 5 décembre. Donc, j'ai essayé en tout cas de vous amener autant d'informations que possible. Donc, le document de synthèse, ça a été distribué, ça? D'accord, très bien. Donc, j'ai pris le temps. Certains considèrent que je suis un insomniaque pathologique. Oui, écoutez, voilà, je considère qu'être élu, ça comporte un certain nombre de devoirs avant tout, et je considère que le mien est tenté de vous informer, de vous inviter à une réflexion qui soit objective et fondée, en sortant si possible des polémiques stériles. Donc, le tableau résume les modes de gestion des accueils périscolaires. Alors, je n'ai pas vocation à faire un cours, hein. En tout cas c'est mon interprétation, c'est ce que j'ai cru comprendre. Si l'un d'entre vous pense que j'ai fait une erreur, évidemment, je suis tout à fait ouvert. Donc j'ai fait deux grands schémas. La commune organise le service public d'accueil périscolaire, où le tiers privé prend cette initiative. Situons-nous dans le premier cas de figure. Je vois 4 façons principales de gérer un accueil périscolaire qui a été créé par une délibération d'un conseil municipal, ce qui est le cas en 1990, il y a 21 ans. Et donc, je les ai énumérés: gestion directe, délégation de service public, hors la question de la surveillance de toute façon, marché public de services, ou alors service confié à un tiers, sinon considéré comme opérateur économique. Et ensuite, j'ai regardé ce qu'il en était d'un certain nombre de points importants: la surveillance des enfants durant la pause méridienne, les tarifs, le fonctionnement, le subventionnement et les conditions de mise en œuvre. Premier cas, gestion directe. C'est le cas d'aujourd'hui. Ce sont des fonctionnaires qui animent en tout cas ce service, et la commune gère directement le service qu'elle a créé. Qu'en est-il de la surveillance des enfants? C'est de la responsabilité de la commune. Qu'en est-il des tarifs? Ils sont fixés par la commune, délibération du conseil municipal. Depuis la rentrée, depuis le printemps, nous souhaitons, en tout cas en ce qui concerne notre équipe, que des tarifs modulés puissent être mis en place, tenant compte des revenus des familles, selon les critères classiques du quotient familial. Qu'en est-il du fonctionnement? Qui le définit? C'est la commune. Le subventionnement, c'est sans objet, la commune le finance, elle ne va pas le subventionner. Qu'en est-il de sa mise en œuvre? Bien, le conseil décide de créer le service, en l'occurrence, il a décidé de créer ce service, ensuite il le fait fonctionner comme un service administratif, comme un service technique, ou comme tout autre service. Colonne suivante, délégation de service public. C'est toujours la commune qui a créé le service et qui en est responsable, mais elle considère qu'il est plus simple de laisser un tiers le gérer dans le cadre d'une délégation de service public. J'insiste sur le fait que ça ne peut concerner que l'accueil du matin, l'accueil du soir, éventuellement la livraison des repas et le service des repas, mais en aucun cas la surveillance